Alors, je voudrais voir avec vous, pour ceux qui ont raté la vidéo que j'avais pu faire sur Facebook parce que la connexion était très mauvaise, on va essayer de revoir ensemble la question de l'ordonnance du 25 mars 2020 sur le report des délais. Et je vais procéder en deux temps, si vraiment ce n'est pas trop long, hein, parce que une présentation vidéo trop longue, vous déconnectez, vous pourrez la voir par la suite puisqu'elle est enregistrée, vous pourrez la revoir. Je vais d'abord voir les questions qui touchent à la gestion de l'urgence, d'une certaine manière, et ça relève de l'ordonnance du 25 mars 2020 et des reports de délais, en essayant de diversifier mes exemples pour que vous puissiez comprendre les différents cas. Et puis, dans un deuxième temps, j'aborderai les questions qui touchent à la gestion de l'imprévu. Ce n'est plus l'urgence, mais l'imprévu, et qui renvoie davantage au droit commun, avec les différentes techniques que sont la force majeure, l'imprévision, la caducité, l'obligation de renégocier de bonne foi, enfin, toutes ces techniques particulières qui vont avoir dans les mois à venir un succès particulier en raison des circonstances. Alors je reviens et je commence par ce premier point sur gérer l'urgence. Et gérer l'urgence, c'est cette fameuse ordonnance du 25 mars 2020. Alors pour que vous compreniez la situation, où on en est, on a une ordonnance, toute une série d'ordonnances qui vont régler des problèmes particuliers pour certains contrats, comme les contrats de voyage par exemple, ou des problèmes particuliers en matière de saisie immobilière, où on a des cas de suspension. Et il y a une ordonnance en particulier qui concerne directement les rédacteurs d'actes, c'est la question des reports de délai et de l'effet de certaines mesures, de certains actes et de certaines clauses. C'est cette fameuse ordonnance du 25 mars 2020 qui est accompagnée, c'est important pour comprendre le sens, d'un rapport qui a été remis au président de la République, qui nous renseigne sur l'esprit de ces textes, et vous allez voir que c'est très très important, et lui-même est accompagné d'une circulaire du 26 mars 2020, qui normalement est publiée et qui va vous permettre de mieux comprendre ce que les auteurs ont voulu dire dans un certain nombre de ces dispositions. Mais avant de commencer, 3 points que je vais rappeler avant de décortiquer les articles 2 à 7 de cette ordonnance. Il y a 3 points à titre introductif qui sont importants et qui vont venir, vous allez voir, poser finalement le paysage, la toile de fond, et qui va vous faciliter ensuite la compréhension de ces différents textes. D'abord, il faut que vous compreniez, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de praticiens qui s'inquiètent. Le texte n'est pas très bon sur certains aspects, mais sincèrement, c'est un texte de qualité au regard de l'urgence. Il faut savoir que rédiger des textes de ce type où on touche au délai est une œuvre très très difficile à réaliser, et je pense qu'ils s'en sortent pas mal. Alors oui, dans votre pratique, ça va vous perturber. Oui, il y a des choses que vous avez du mal à comprendre. Oui, il y a des termes qui sont ambigus. Mais sincèrement, la qualité du travail qui a été fourni doit être soulignée. Maintenant, c'est une ordonnance avec une circulaire. Et il y a un forum de questions-réponses qui va être mis en place. La directrice adjointe de la direction des affaires civiles et du Sceau me l'a précisé. Ce forum va permettre justement de poser des questions ou d'attirer l'attention sur des éléments qui posent problème et qui vont être par la suite débattus et qui vont donner lieu à des corrections, notamment dans le cadre de la loi de ratification. Donc, nous en sommes au début du processus législatif. Je sais que c'est étrange parce qu'on inverse la démocratie participative, la consultation se fait après le texte, mais il fallait un premier texte. Je pense que la stratégie qui a été choisie est la bonne, un premier texte pour qu'on prenne conscience des insuffisances ou des dangers de certaines dispositions, pour pouvoir les compléter dans le cadre de la loi de ratification. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à souligner des incohérences, puisqu'elles vont être utilisées par la suite pour apporter des corrections, réduire le champ d'application, étendre peut-être le champ d'application de l'ordonnance, et tout cela se fera dans le cadre de la loi de ratification. Donc, nous en sommes à la première étape, mais il faut déjà comprendre cette première étape. Cette première étape, c'est quoi? C'est une ordonnance du 25 mars 2020, et 2 points vont être évoqués ici, qui a un double caractère. D'abord, il faut tous que vous compreniez que c'est un régime qui est dérogatoire et optionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on offre la possibilité à tous ceux qui sont concernés par des délais qui expirent pendant une certaine période, que je vais vous expliquer après, qui est cette période du 12 mars au 24 juin. Tous ces délais qui expirent fait que certaines personnes pourraient se retrouver dans une situation
où ils n'ont pas agi dans les temps et donc où leur réaction est tardive. Pour ces personnes dont la réaction est tardive, ce régime dérogatoire va leur permettre de bénéficier d'un délai supplémentaire, notamment à partir du 24 juin, avec des variantes, des délais, enfin, des hypothèses qui ressemblent à des reports interruptions, d'autres qui ressemblent à des reports suspensions, d'autres qui n'ont rien à voir, qui est un report sui generis, peu importe, mais vous voyez bien que c'est un régime dérogatoire pour ceux qui se retrouvent dans cette situation de réaction tardive. Mais c'est un régime optionnel. C'est un régime optionnel, ce qui explique, et vous le comprendrez mieux, pourquoi le législateur a refusé de parler d'interruption ou de suspension de manière générale, parce que c'est un report, mais un report qui ne remet pas en cause le droit normalement applicable. Ce qui veut dire que vous avez un droit en vigueur actuellement, avec des délais légaux qui doivent être respectés. Eh bien, ce droit continue d'être applicable. Ce droit, vous pouvez continuer de l'appliquer. Et donc, vous pouvez ne pas bénéficier d'un report pour ce qui est éventuellement d'un droit de préemption privé, par exemple, ou un délai de rétractation, ou éventuellement, on le verra pour d'autres délais légaux de ce type, et vous pouvez faire comme si ce régime dérogatoire ne vous intéressait pas, et continuer justement le processus contractuel de manière normale, entre guillemets, en appliquant les délais classiques, ceux qui normalement auraient dû être applicables. Ce qui veut dire que je ne suis pas obligé, quand je suis une SAFER et que je dois accepter un droit de préemption, eh bien, justement, d'appliquer la suspension qui est prévue par l'article 7. Je ne suis pas obligé d'un délai de rétractation légale de 271.1 qui est soumis à l'article 2, eh bien, de souffrir de l'interruption et du fait qu'on reparte à zéro à partir du 24 juin. Je peux parfaitement dire que je n'exercerai pas ce droit de rétractation et être soumis au droit en vigueur, signer l'acte authentique. Alors évidemment, puisque c'est juste un régime dérogatoire qui vient se superposer au droit en vigueur, qui continue de pouvoir s'appliquer normalement, dans ces conditions, il va falloir y mettre les formes. Parce que lorsque vous avez, par exemple, une autorité qui ne répond pas, à qui vous avez envoyé une notification et pour lesquelles Kinodimo ne consent pas, il va falloir quand même obtenir de sa part une manifestation de volonté expresse dans laquelle elle dit oui, effectivement, je ne souhaite pas exercer mon droit de préemption. De la même façon, pour celui qui a un droit de rétractation qui ne l'a pas exercé dans les 10 jours, quand il va signer l'acte authentique, on peut le faire. Quand il va signer l'acte authentique, il va dire il renonce bien à pouvoir à bénéficier du report, et ça, il va falloir le formaliser en signant l'acte authentique, et il faut une clause de conseil donné dans laquelle vous lui expliquez également les conséquences de ce choix. C'est qu'il choisit d'être soumis au droit normal en vigueur et de ne pas bénéficier de ce report dérogatoire que lui offre l'ordonnance. C'est la seule contrainte en réalité, c'est que le cours normal des choses continue, mais il va falloir prendre des précautions pour formaliser peut-être certaines hypothèses pour éviter que des personnes de mauvaise foi ne disent rien et ensuite tentent de bénéficier de ce régime dérogatoire. Et ça, c'est un point important. Donc, c'est un régime dérogatoire, mais optionnel. D'accord ? Dernier point à évoquer, c'est un régime qui est provisoire. Et c'est là l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui m'intéresse. En quoi c'est un régime qui est provisoire ? C'est-à-dire qu'on va déterminer une période d'ailleurs qui pourra être modifiée, vous le verrez, et pendant cette période, on va donner la possibilité de déroger à certaines règles en matière de délai et de reporter certains délais. Mais ce n'est pas une période qui est censée durer. D'accord ? En quoi consiste cette période ? Quand vous prenez l'article 1, il vous dit qu'il va y avoir une période de référence que la circulaire du 26 mars 2020 appelle la période juridiquement protégée. Et c'est la période pendant laquelle il va pouvoir y avoir des délais qui vont expirer, des termes qui seront échus pendant cette période, des clauses dont on voudrait faire produire leurs effets, comme les clauses pénales et les clauses résolutoires pendant cette période, des contrats qui devraient être résiliés avant un certain délai ou pour lesquels on devrait s'opposer au renouvellement avant un certain délai pendant cette période, eh bien tout cela va être reporté, interrompu parfois, suspendu dans d'autres hypothèses, mais reporté. Donc cette période commence quand ? Elle commence le 12 mars 2020. Donc point de départ, sans aucune difficulté. Et elle s'étend jusqu'à 1 mois après la fin de l'état d'urgence. Quelle est la fin de l'état d'urgence ? Eh bien, quand vous prenez la loi du 23 mars 2020 qui instaure l'état d'urgence, cette loi du 23 mars a été publiée le 24 mars. Et généralement, quand une loi est publiée, elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. Sauf qu'exceptionnellement, là, le texte dit qu'on est dans une situation d'urgence, et donc cette loi est d'application
immédiate au jour de la publication, soit le 24 mars. Et pour l'instant, la loi prévoit que l'état d'urgence se situe 2 mois après l'entrée en vigueur de cette loi, c'est-à-dire 24 mars, 24 avril, 24 mai. Donc la période d'état d'urgence pour l'instant, c'est du 12 mars au 24 mai. Et la période juridiquement protégée, cette période justement pendant laquelle on va protéger et reporter les délais, se situe 1 mois après la fin de l'état d'urgence, c'est-à-dire 1 mois après le 24 mai, soit le 24 juin. Donc la période de référence, cette période pendant laquelle on va regarder les délais qui seront reportés, c'est du 12 mars au 24 juin 2020. Bien sûr, elle peut changer, parce qu'on nous a dit que la fin de l'état d'urgence a été en théorie fixée au 24 mai, mais on peut avoir une modification, ça peut être plus bref, ça peut être plus long, on sera tenu au courant, mais pour l'instant, la date qui a été choisie, c'est le 24 mai à minuit. Donc 24 mai à minuit plus 1 mois, c'est 24 juin. Voilà la période qui va vous être utile pour analyser l'article 2, les articles 4, 5 et 7 essentiellement de l'ordonnance du 25 mars 2020. Donc du 12 mars au 24 juin, c'est la période de référence, la période juridiquement protégée selon les termes de la circulaire. Voilà pour la toile de fond. Une fois qu'on a fixé cette toile de fond, on va commencer à s'intéresser à l'ordonnance. Et pour que vous la compreniez mieux, je vais distinguer les dispositions qui se rattachent au délai proprement dit, c'est-à-dire l'article 2 de l'ordonnance et l'article 7 de l'ordonnance. Et puis, je verrai dans un deuxième temps les articles qui se rapportent davantage aux mesures, aux clauses et aux contrats, c'est-à-dire les articles 4 et 5 essentiellement de l'ordonnance. Commençons d'abord par l'article 2. Cet article 2 qui est le pilier en réalité de l'ordonnance du 25 mars 2020 et qui va prévoir une prorogation, un report des délais échus ou à échoir pendant cette période qui se situe entre le 12 mars et le 24 juin 2020. Et on me dit en la matière, pour ces différents délais, que ce n'est ni de l'interruption ni de la suspension. C'est ce que dit la circulaire et c'est ce que disait aussi le rapport dans une certaine mesure. Mais pourquoi est-ce qu'on a refusé de qualifier ça d'interruption ou de suspension? Tout simplement parce que ce n'est pas vraiment de l'interruption, dans la mesure où il y a des hypothèses où, par exemple, un délai de prescription de 5 ans qui vient à expirer pendant la période de référence, vous n'allez pas le faire repartir à zéro à partir du 24 juin. Et à partir du 24 juin, on aura simplement 2 mois supplémentaires. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas vraiment de l'interruption, parce que sinon, il faudrait revenir à zéro. Mais dans d'autres hypothèses, comme pour l'article 271.1, qui viendrait à expiration pendant la période de référence, eh bien, quand je dis qu'il va repartir au 24 juin, pour le délai initialement prévu, donc pour 10 jours, on revient bien à zéro. Donc, ça ressemble à l'interruption. Mais pourquoi ne voulait-on pas utiliser le terme d'interruption et de suspension? Tout simplement parce que c'est pour dire qu'on accorde un report dans des conditions exceptionnelles, mais que le droit en vigueur continue de pouvoir s'appliquer. Je peux ne pas solliciter ce report. Je peux continuer à respecter les délais légaux tels qu'ils étaient prévus. Et je peux, en y mettant les formes, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut une clause de conseil donnée et s'assurer justement d'une véritable renonciation, mais je peux continuer avec les délais légaux classiques sans bénéficier de ce report. Et c'est pour cela, justement, que cette qualification générale d'interruption ou de suspension générale a été refusée. Mais quoi qu'il en soit, vous allez le voir, dans les reports qui figurent à l'article 2, eh bien, vous allez avoir des règles qui ressemblent à l'interruption. Alors, sur le texte, je vous lis très rapidement le début. On vous dit tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrite par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, etc., 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 eh bien, on vous dit que tous ces délais-là, s'ils viennent à terme pendant la période de référence du 12 mars au 24 juin, eh bien, on va les reporter. Et on va les reporter, vous allez voir, ils vont, pour la plupart d'entre eux, revenir à zéro. Donc, c'est une forme d'interruption. C'est-à-dire qu'ils vont repartir à zéro à partir du 24 juin. Bien sûr, encore une fois, on n'est pas obligé de bénéficier de ce report. On peut choisir d'être soumis au régime classique
normal du droit en vigueur. Maintenant, si on en bénéficie, ils repartent à zéro à partir du 24 juin, et en tout état de cause, nous dit l'article 2, ça ne pourra jamais dépasser 2 mois. C'est-à-dire que jusqu'au 24 août, effectivement, si on repart à zéro, on peut bénéficier du délai initialement prévu, mais en tout état de cause, on ne pourra jamais aller au-delà de 2 mois, c'est-à-dire au-delà du 24 août. Alors, quel est le champ d'application justement de cet article 2? Il vise uniquement les délais légaux. Alors, on va déjà commencer, avant de voir quels sont ces délais légaux et réglementaires, notamment dans votre pratique au quotidien, on va commencer par voir quelles sont les hypothèses qui sont exclues de l'article 2, et ça va vous permettre de simplifier les choses. D'abord, évoquant les délais légaux et réglementaires, à l'évidence, les délais conventionnels ne sont pas applicables. Alors, les délais conventionnels ne sont pas applicables, le rapport le dit expressément, la circulaire du 26 mars 2020 le dit également, et la circulaire du 26 mars 2020 nous donne même un exemple de délai conventionnel, c'est le délai d'option qui est accordé aux bénéficiaires dans une promesse unilatérale de vente. Eh bien, ce délai conventionnel ne bénéficiera pas d'un report en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Alors, comment peut-on faire dans ce cas-là? La circulaire et le rapport nous renvoient au droit commun. S'il s'agit d'un délai de prescription, par exemple, eh bien, il faudra évoquer 2234 du Code civil, éventuellement, donc, dans le cadre d'un délai de prescription conventionnel. Donc, dans ce cas-là, on bénéficiera de 2234, c'est-à-dire un report si on est empêché empêché par la loi, la convention ou la force majeure, donc 2234, je vous y renvoie, soit un cas de force majeure. Alors, dans l'hypothèse de la promesse unilatérale de vente, c'est difficile d'invoquer la force majeure, puisque le bénéficiaire n'a pas d'obligation en tant que tel, il a un droit, le droit de lever l'option, mais il n'a pas d'obligation en tant que tel dans l'analyse classique que l'on fait de la promesse unilatérale de vente et de la situation du bénéficiaire. En revanche, c'est vrai que si un cas de force majeure est établi, il pourrait peut-être demander la restitution de certaines sommes, notamment l'indemnité d'immobilisation. C'est une question que l'on se pose, mais tout ça, c'est renvoyé au droit commun. De la même façon que dans un délai qui prévoit la réitération des consentements devant notaire dans une promesse télématique de vente, c'est un délai conventionnel. Par conséquent, l'article 2 ne sera pas applicable. Alors, on verra tout à l'heure ce qu'on peut faire néanmoins dans le cadre de ce délai conventionnel. Sont également exclus tous les termes qui sont échus avant le 12 mars. C'est-à-dire que si j'ai un délai légal de rétractation qui a été présenté aux bénéficiaires de ce droit de rétractation dans le cadre de 271.1, qui a été présenté le 1er mars et qui vient à expiration le 11 mars, eh bien, le terme a pris fin avant le 12 mars, aucun report ne peut être accordé. De la même façon, si vous avez un délai qui continue de courir après le 24 juin, qui est la fin de cette période juridiquement protégée, donc imaginez que vous ayez, un compromis de vente sous signature privée, soumis au régime de l'Alsace-Moselle, article 42 de la loi 1924. Ce compromis de vente est valable pendant 6 mois, à peine de caducité. D'accord? Et imaginez qu'il ait été conclu avant le 12 mars 2020 et qu'il devient caduc au 24 août 2020. Bah, dans ce cas-là, à partir du 24 juin, on voit que vous avez encore du temps pour agir et on considérera qu'il n'y a pas de report, pas d'interruption, pas de suspension, rien. Dans ce cas-là, le terme vient à échoir après le 24 juin et par conséquent, l'article 2 n'est pas applicable. Voilà une autre exclusion. Autre hypothèse, autre exclusion, ce sont les obligations financières, et là c'est expressément prévu au sein de l'ordonnance. On vous dit les obligations financières et garanties afférentes aux compensations et cessions de créances visées aux articles L211, 36 et suivants du Code monétaire et financier, également les conventions conclues dans le cadre d'un système de paiement et système de règlement et de livraison d'instruments financiers, visées à l'article L331 du CMF. Ces hypothèses-là, qui relèvent du droit financier, eh bien, sont écartées et ne sont pas soumises, pour des raisons, on prendra bien, spécifiques au marché financier, ne sont pas soumises à l'article 2. Et dernière exclusion importante qui figure à l'article 10, grand 2 de l'ordonnance, on vous dit le report des formalités déclaratives ne s'applique pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts et taxes. Pourquoi? Et le rapport est très clair sur ce point.
dit qu'il faut préserver le recouvrement des recettes publiques nécessaires au fonctionnement des services publics et au soutien de l'économie. C'est donc ici une mesure dérogatoire d'intérêt général. Il ne faut pas que l'entrée d'argent dans les caisses de l'État ne soit paralysée. Voilà pourquoi cet article 10, grand 2, laisse de côté les formalités déclaratives en matière d'impôts et de taxes qui ne sont pas concernées par l'article 2 de l'ordonnance. Alors maintenant qu'on a bien identifié les hypothèses qui étaient exclues, il faut maintenant voir quelles sont les hypothèses qui sont prévues à l'intérieur de l'article 2. Donc, on évoque tous les délais réglementaires et on ne fait aucune, délai réglementaire ou légaux, on ne fait aucune distinction. Donc, a priori, les délais de prescription sont concernés, les délais de forclusion également, donc tous les délais légaux de manière générale, et on s'interrogera tout à l'heure sur la durée, par exemple, de validité de certains documents qui figurent dans le DDT. Est-ce qu'ils sont également concernés par cette hypothèse? Le DDT, pardon, c'est diagnostic diagnostic technique, pour ceux qui ne sont pas de culture notariale. Et donc, vous avez ici une hypothèse qui sera discutée, que j'évoquerai par la suite. On évoque les délais légaux donc de manière générale, mais ces délais légaux qui, s'ils ne sont pas respectés justement pendant la période juridiquement protégée, entraînent des conséquences. Et dans les conséquences qu'on a évoquées tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a une liste à la Prévert qui est assez dérangeante, mais comme si on avait essayé d'invoquer toutes les hypothèses, et je crois que la loi de ratification viendra compléter cette liste, ou peut-être la rationaliser davantage. On parle justement de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, recevabilité, etc., etc., etc. Donc c'est très très large, mais on a le mot sanction, notamment, qui est utilisé, et là on a l'impression que c'est une notion balai qui va permettre d'intégrer toute une série de délais qui sont tout simplement sanctionnés, sans que la sanction ne rentre nécessairement dans la qualification d'irrecevabilité, de péremption, de nullité, de caducité. Donc, ça laisse quand même une marge de manœuvre considérable. Alors, prenons un exemple pour que vous puissiez concrétiser. Si je prends le délai de prescription, et là, c'est une hypothèse qui, vous allez voir, permet de dire que c'est pas vraiment de l'interruption, parce que sinon, le délai aurait dû revenir à 0 et courir de nouveau pour 5 ans. Imaginez que vous ayez une créance contractuelle née d'un contrat exigible depuis, je sais pas moi, le 15 avril 2015, par exemple. D'accord? Donc, si on a 5 ans, on n'a pas été payé dans les délais, on a donc 5 ans pour faire valoir ses droits, par application de l'article 2224 du Code civil, et puis tout cela arrive bien entendu à expiration le 15 avril 2020. Sauf que le 15 avril 2020, on est à l'intérieur justement de cette période qui est la période juridiquement protégée. Donc, dans ce cas-là, arrivant au 24 juin, qui est la fin de la période, si j'applique l'article 2, on me dit que je vais bénéficier du délai initialement prévu. Alors là, on se dit, 2224, ça serait 5 ans. Ça veut dire qu'à partir du 24 juin, on repartirait pour 5 ans. Ah non, si c'était de l'interruption au sens strict, oui. Mais non, parce que là, on vous dit, on revient au délai initialement prévu, mais à condition de ne pas dépasser un délai total supérieur à 2 mois. Ce qui veut dire qu'à partir du 24 juin, j'ai encore la possibilité d'agir en justice pour faire valoir mes droits en vertu de cette créance contractuelle née le 15 avril 2015, mais ça ne pourra jamais être au-delà de 2 mois, donc pas au-delà du 24 août. Voilà un exemple qui vous explique pourquoi ça ressemble à l'interruption, parce qu'on fait repartir le délai, mais qui est quand même limité à 2 mois et qui voit bien et qui explique bien qu'on ne revient pas au point de départ du délai de 5 ans. Et donc voilà une explication une illustration qui est assez éclairante. Mais on peut donner un autre exemple. Imaginez qu'on soit dans le cadre de l'article L271.1 et j'ai une notification qui a été faite le 10 mars. Et à partir du 12 mars, tout est bloqué. D'accord? Mais si je devais aller au bout du délai, à partir du 20 mars, il n'est plus possible d'exercer son droit de rétractation. On perd ce droit dans cette hypothèse précise. Alors justement, on pourrait considérer au regard de l'article 2, si le délai de rétractation entre bien dans les prévisions du législateur, puisque les termes sont assez ambigus, mais envisageons cette hypothèse, et on verra ce que nous dira par la suite la loi de ratification. Dans cette hypothèse, il faut tout arrêter jusqu'au 24 juin. Et au 24 juin, on repart à 0. Et on repart à 0 pour 10 jours. Et on repart donc à 0 au 24 juin, c'est jusqu'au 4 juillet. Et de toute manière, le délai butoir de 2 mois ne nous concerne pas, puisqu'ici, on a un délai de toute manière qui, en reprenant à 0, est uniquement de 10 jours. Voilà, là, ça ressemble vraiment à de l'interruption, puisqu'on est bien revenu à 0 et qu'on va bénéficier du délai total. Mais encore une fois, je le répète, vous n'êtes pas obligé, justement, de bénéficier de ce report. On peut avoir quelqu'un
qui aurait dû justement exercer son droit le 20 mars et qui signe un acte authentique de vente, je sais pas moi, si tout va mieux, le 20 mai, vous signez un acte authentique de vente, et je pense qu'on peut, à l'intérieur de l'acte authentique, expliquer que la personne a bénéficié de ces 10 jours pour exercer son droit de rétractation, ne souhaite pas bénéficier du report. Alors c'est vrai qu'il y a une source d'insécurité, mais il faut le formaliser avec une clause de conseil donnée. Et de cette manière, vous pouvez donc poursuivre le processus contractuel normalement, sans avoir à souffrir du report qui est prévu par l'article 2, mais qui ne vient que se superposer, je le répète, à un droit qui peut continuer à produire ses effets normalement. Alors, maintenant, pour aller plus loin, quels sont les autres délais légaux qui pourraient être concernés? Alors, je vous ai dit le délai de rétractation, mais il existe également ce délai de rétractation en droit de la consommation, on l'a également. Pour l'instant, selon moi, la formule de l'article 2 permet d'intégrer le délai légal de rétractation. Et je ne crois pas que le législateur viendra exclure cette hypothèse des prévisions de l'article 2. Alors, on a une autre hypothèse qui est intéressante, c'est le délai d'acceptation pour les droits de préemption privés. Donc, j'imagine l'article 815-14 pour le droit de préemption des co-indivisaires lorsqu'il y a cession des codes par indivise par l'un des co-indivisaires. Ce droit de rétractation, ce droit de préemption privée, eh bien là, le délai légal est concerné par cet article 2. Je pense aux droits de préemption, les droits de préemption du locataire, notamment celui en cas de congé pour vente dans le cadre de la loi de 89, qui est également concerné. Je pense à l'obligation d'information légale, et d'ailleurs l'illustration est proposée par la circulaire du 26 mars 2020, dans laquelle elle nous explique qu'en matière de cautionnement, par exemple, certains types de cautionnement, il y a une obligation annuelle tous les 31 mars de l'année qui doit être fournie par le créancier à peine de déchéance, eh bien, c'est L313-22 du Code monétaire et financier. Eh bien là, c'est une hypothèse qui est directement concernée par l'article 2 et on considérera que le délai recommence à courir à partir du 24 juin sans pouvoir dépasser une durée totale de 2 mois. Le délai également pour enregistrer à peine de nullité, je pense en particulier à l'ancien article 1840A du Code général des impôts devenu l'article 1589-2 du Code civil, ce délai de 10 jours à peine de nullité pour les promesses unilatérales de vente ayant pour objet un droit immobilier, un bien immobilier, un fonds de commerce ou un certain nombre de parts de sociétés visées par l'article 1589-2, là aussi le report est envisageable. S'il vient expirer pendant la période de référence entre le 12 mars et le 24 juin, on reporte tout ça au 24 juin sans que ça puisse dépasser au total les 2 mois, c'est-à-dire jusqu'au 24 août. On a également toutes les inscriptions aux fins de publicité à peine d'inopposabilité, elles sont également concernées. Les obligations de déclaration ou de publicité des commerçants sont également visées, notamment si je prends un exemple qui est donné d'ailleurs par la circulaire du 26 mars 2020, vous avez constitué un nantissement, il doit absolument être inscrit dans les 30 jours à peine de nullité. Eh bien, voilà une hypothèse qui est prévue notamment par l'article L142-4 du Code de commerce. On reportera donc 30 jours qui commenceront à courir le 24 juin jusqu'au 24 juillet. Voilà une autre hypothèse. La durée de validité de 6 mois du compromis en Alsace-Moselle, article 42 de la loi de 1924, je pense qu'elle est également concernée. Alors, il y a 2 hypothèses qui vont me permettre justement d'évoquer les cas un peu plus douteux. 2 hypothèses où il y a un doute, mais il y a un début d'explication, et d'autres, je pense qu'elles sont exclues sans certitude. Et c'est là justement qu'il va falloir apporter ces questions au ministère pour expliquer qu'il y a un doute et il faut des éclaircissements. La première hypothèse, c'est la condition légale de la condition suspensive d'obtention d'un prêt. On sait qu'il y a une durée minimum qui est justement la durée de 30 jours. On doit laisser au moins 30 jours à l'acquéreur emprunteur pour pouvoir obtenir son prêt. Imaginons que si c'est 30 jours, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on est bien ici dans un cas où en plus la caducité en découlera. On est bien dans un cas où le délai est bien légal. D'accord ? Mais si on accorde plus, et il est vrai qu'en pratique, le plus souvent, on attend 45 jours, ou parfois 60 jours, 45 jours. Dans ce cas-là, est-ce qu'on bascule dans le délai conventionnel ou est-ce qu'on reste dans le délai légal? Si je bascule dans le délai conventionnel, la difficulté, c'est que article 2 n'est plus applicable. Si je considère qu'on a un aménagement conventionnel où on va au-delà de la loi, mais qu'on est encore dans le cadre de la loi, j'applique l'article 2. Alors, il y aurait une situation intermédiaire qui consisterait à dire que le délai conventionnel, la part supplémentaire de 15 jours, elle est conventionnelle. En revanche, le délai légal, lui, n'est que de 30 jours. Et donc,
peut-être que la solution intermédiaire, ce serait de dire qu'à partir du 24 juin, eh bien, ce délai légal uniquement de 30 jours, mais pas 45 jours, eh bien, peut être accordé à l'emprunteur. Et on procéderait à une sorte de dépeçage. C'est-à-dire que moi, en ce qui me concerne, le délai légal, il est 30 jours. Ce que je peux accorder en plus relève du délai conventionnel. Et de cette manière, on pourrait, en dépeçant, eh bien dire que le report ne vaut que pour 30 jours et pas pour 45 jours. Et en intégrant ainsi cette hypothèse dans les prévisions de l'article 2. C'est une analyse qui tient la route, selon moi, et que l'on pourrait défendre. Il y a une autre difficulté. Si je prends la vente à réméré, faculté de rachat, on sait, dans le cas de l'article 1659, que la vente à réméré, il y a une durée légale qui ne peut pas excéder 5 ans. Donc, je fais une vente à réméré, je prévois la faculté de rachat dans les 5 ans de la vente, et je ne dis rien. Donc, je dis simplement c'est une vente à réméré soumise à l'article 1659. Donc, dans ce cas-là, si le délai vient à expirer pendant la période de référence du 12 mars au 24 juin, eh bien, je devrais pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire qui ne pourra pas excéder 2 mois. Donc, du 24 juin au 24 août, je pourrais tenter de racheter mon bien. C'est envisageable puisque c'est un délai légal. En revanche, si vous prévoyez un délai conventionnel, et dans la vente à réméré, 5 ans, c'est le maximum. Donc, si vous ne vous soumettez pas à la loi et que vous dites justement, eh bien, c'est un délai de rachat, une faculté de rachat dans les 2 ans ou dans les 3 ans de la vente, alors là, on n'est plus dans un délai légal, on est dans un délai conventionnel. Et à mon sens, ce délai-là ne devrait pas être soumis à l'article 2. Vous voyez, là, c'est encore une hypothèse un peu tordue. Autre hypothèse tordue, le délai légal de réflexion. Il y en a plusieurs. Il y a le délai de réflexion de la loi SRU 271.1. Il y a le délai de réflexion pour l'acceptation d'une offre de prêt, donc 10 jours, donc 11 en réalité. Il y a aussi le délai de réflexion pour l'acceptation de l'acte authentique, la signature de l'acte authentique dans une vente en l'état futur d'achèvement, délai auquel on peut d'ailleurs renoncer. Et donc, est-ce que ces délais-là sont soumis à l'article 2? Alors oui, c'est un délai légal. C'est un délai légal de réflexion de 10 jours ou 30 jours. Sauf que dans l'idée, l'article 2, c'est que vous avez un délai, et ce délai qui expire à partir, justement, dans la période de référence, du 12 mars au 24 juin, eh bien, justement, est sanctionné par une caducité, une inopposabilité ou une déchéance, en tout cas des termes qui montrent bien que vous allez finalement être dans une situation d'exercice tardif. Et le mot revient souvent dans le rapport et la circulaire. Hein, l'exercice tardif d'un droit. Et c'est cet exercice tardif qui vous fait perdre le droit. Or, dans un délai de réflexion, vous n'êtes pas dans un exercice tardif. Dans un délai de réflexion, on va vous empêcher finalement de pouvoir accepter avant un certain délai pour vous protéger. On va vous empêcher d'accepter avant l'expiration d'un délai de 10 jours lorsqu'il n'y a pas eu de contrat préparatoire ou SRU. On va vous empêcher d'accepter l'offre de prêt avant l'expiration d'un délai de 10 jours. On va vous empêcher d'accepter l'acte authentique avant l'expiration d'un délai de 30 jours dans la VFA. Mais finalement, ce sont des délais ici pour vous protéger. Et donc, si finalement, c'est le 15e ou le 20e jour qui est concerné dans la période de référence, on ne voit pas le lien avec l'article 2. Le fait d'accepter plus tôt, éventuellement, n'est pas possible. De toute manière, ce n'est pas une hypothèse qui rentre en ligne de compte dans le cadre de l'article 2. Et le fait, finalement, d'avoir eu ces 10 jours de réflexion et d'accepter, on ne voit pas en quoi vous pourriez bénéficier d'un report supplémentaire en lien avec l'article 2. Alors oui, c'est un délai légal. Oui, à la lettre, on pourrait essayer de rattacher ça à l'article 2. Simplement, dans son esprit, je ne crois pas que l'article 2 ait été pensé pour s'appliquer à des délais de réflexion. Donc, à mon sens, je peux me tromper, c'est une question que j'ai posée à la directrice adjointe des affaires civiles et du Sceau pour qu'elle l'intègre finalement dans le forum et dans le débat pour la loi de ratification. Je ne crois pas que le délai de réflexion devrait rentrer dans les prévisions de l'article 2. Puis, une dernière question, c'est à propos des documents qui sont établis et qui ont une durée de validité qui est limitée. Je sais que beaucoup de professionnels de l'immobilier, les agents immobiliers, les notaires ou les avocats qui travaillent en la matière et qui rédigent les actes, eh bien, ont des documents qui ont une durée de validité limitée. On en connaît énormément hein, dans le dossier diagnostic technique, mais tout va s'écrouler. Non, tout va pas s'écrouler, vous inquiétez pas. C'est compliqué, mais on est dans une période compliquée et cette gestion-là des délais, ça va pas être votre préoccupation majeure. Mais il faut la régler, d'accord? Mais vous allez voir, là c'est la première fois peut-être que certains entendent l'exposé de ces règles, mais une fois qu'on les a bien en tête,
on comprend bien à quoi ça correspond et on va devoir effectivement, pendant une période donnée de transition, formaliser les renonciations, rédiger des clauses de conseil données quand on est rédacteur d'actes. Il va falloir prendre plus de précautions. C'est ce qui, en tout cas, vous attend dans les mois à venir. Alors, juste pour la durée de validité, si je prends par exemple diagnostic de l'état des risques et pollution, il a une durée de validité de 6 mois. Imaginez qu'il vient à expirer pendant la période juridiquement protégée. Même chose pour le diagnostic thermite, 6 mois. Diagnostic qui est éventuellement, pour l'hypothèse du diagnostic de performance énergétique, 10 ans. Diagnostic gaz-électricité, 3 ans, 6 ans dans le contrat de bail. Mais dans ces cas-là, imaginez que ça vient à expiration au moment de la période juridiquement protégée. Dans ce cas-là, si c'est un délai, par exemple, de validité de 10 ans pour le DPE, diagnostic de performance énergétique, on ne va pas repartir pour 10 ans à partir du 24 juin. Mais on aura une validité qui sera étendue de 2 mois. De la même façon, pour ceux qui sont valables uniquement pendant 6 mois, on ne va pas repartir pour 6 mois. Mais on va accorder du 24 juin au 24 août eh bien, une durée de validité. Alors oui, ça ne sera pas suffisant. Parce que oui, les affaires vont arriver d'un seul coup avec plein de documents qui vont expirer et pour lesquels il va falloir se dépêcher d'aller au bout du processus contractuel. Mais en tout cas, sachez que je pense que ces différents diagnostics devraient pouvoir bénéficier de ce report de l'article 2. Alors, pour aller ensuite au-delà de l'article 2, c'est-à-dire des hypothèses que j'évoquais de délai conventionnel ou d'obligation contractuelle, pour la promesse synalagmatique de vente, où là, il pourrait y avoir, on a des délais conventionnels. De toute manière, l'article 2 n'est pas applicable et il va falloir se référer à la force majeure qui pourrait justifier, si l'empêchement est provisoire, une suspension. Alors, on pourrait avoir même dans le cas d'une promesse unilatérale de vente, le promettant qui promet de vendre, mais parce qu'il avait justement un bien qu'il avait acheté au préalable, sauf que l'opération préalable eh bien, capote et il se retrouve dans un bien et il ne peut pas le quitter tout de suite. Et donc, est-ce que dans ce cas-là, il peut bénéficier eh bien, d'un report et d'une suspension des effets de la promesse, alors que le bénéficiaire a levé l'option, par exemple? Eh bien, tout ça sera réglé par des questions de force majeure et donc au cas par cas, avec les conditions de l'article 1218 du Code civil. On voit que ce n'est pas une chose simple, à moins d'avoir un avenant qui permette de proroger un certain nombre de ces promesses, la situation va être difficile. Alors, en termes de délai, maintenant, j'en ai fini avec cet article 2, qui est quand même celui qui est l'un des plus importants pour vous. Il y a l'article 7 en termes de délai. Et l'article 7, lui, est original. D'abord parce qu'il concerne un domaine très particulier, qui relève surtout, pour ceux qui pratiquent l'immobilier, des règles d'urbanisme, les droits de préemption publique, droits de préemption urbain pour la commune. Vous verrez également droit de préemption de la SAFER, parce que la SAFER, depuis une décision de 1995, est considérée comme assurant une mission de service public administratif. Et donc, le Conseil d'État l'a dit expressément dans cette décision. Et donc, on peut la soumettre à cet article 7, vous allez le voir. Droit de préemption de la ZAD, de l'ENS, les droits de délaissement également, les droits de priorité. Tout ça est concerné. Tout ce qui concerne le sol, permis d'aménager, déclaration préalable, permis de construire, tout ça est concerné par l'article 7. Alors, cet article 7, pour le champ d'application personnel, cette fois, renvoie à l'article 6, qui évoque les personnes concernées, et on nous dit que ça s'applique aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales, notamment les communes, à leurs établissements publics administratifs, ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. C'est pour ça qu'on peut y intégrer ici assez facilement la SAFER. Alors, quand on prend le texte de l'article 7, il y a deux hypothèses différentes. Il y a d'abord, et je vais prendre l'exemple d'un droit de préemption classique, où ce sera le plus simple à mon avis, hypothèse où le délai a commencé à courir avant le 12 mars. D'accord ? Dans ce cas-là, pour les délais qui ont commencé à courir avant le 12 mars, imaginons le 10 mars, le délai de 2 mois qui commence à courir au profit de la SAFER ou de la commune, le 12 mars, tout s'arrête. Et dans ce cas-là, on va procéder à une suspension. Et le terme est volontairement utilisé, suspension, parce que le délai a commencé à courir avant le 12 mars. Suspension, et le délai va recommencer à courir le 24 juin, donc un mois après la fin de l'état d'urgence, si cette date n'est pas modifiée. Donc le 24 juin, et à partir du 24 juin, on va reprendre là où on s'est arrêté. Donc si je prends 60 jours, eh bien, comme il y a eu 2 jours entre le 10 et le 12, il me reste 58 jours à partir justement du 24 juin.
Voilà finalement la règle. Même chose pour l'hypothèse d'une SAFER ou autre. D'accord ? En revanche, si ce point de départ se situe à l'intérieur de la période juridiquement protégée, la période de référence, c'est-à-dire entre le 12 mars et le 24 juin. Donc, quand on est à l'intérieur de cela, si vous avez un droit de préemption de la SAFER ou d'une commune, département, qui commence à courir à l'intérieur de cette période, ce n'est pas de la suspension, c'est de l'interruption. C'est-à-dire qu'on considère que le délai ne commence pas à courir avant le 24 juin. Et donc, à partir du 24 juin, on a 2 mois jusqu'au 24 août, justement, pour accepter éventuellement la notification qui a été faite pour l'exercice d'un droit de préemption. Mais encore une fois, j'insiste, ça, c'est un régime dérogatoire qui est au-dessus, finalement, qui se superpose au droit normal. Ce droit normal, c'est par exemple le cas où je notifie à la commune une offre de vente dans le cadre du droit de préemption, je lui notifie le 25 mars, 25 avril, 25 mai, à partir de là, on considère qu'elle peut accepter pendant cette période. Si elle ne dit rien le 25 mai, alors le mieux est de formaliser son refus, parce que sinon, elle pourrait éventuellement être tentée de dire bah oui, mais moi, je n'ai rien dit parce que j'entendais bénéficier du report, et donc à partir du 24 juin, d'avoir 2 mois jusqu'au 24 août. Donc il faudra le formaliser. Mais on peut parfaitement avoir une commune qui accepte, par exemple, le 15 avril en disant bah, j'exerce mon droit de préemption, et dans ce cas-là, c'est réglé. Il n'y a plus de report. C'est-à-dire qu'on se contente du droit en vigueur normal. Et c'est ça, justement, je trouve l'intelligence de cette ordonnance du 25 mars 2020, d'avoir dit je vous offre un régime dérogatoire, une sorte de monde parallèle, si vous le souhaitez, que vous allez pouvoir utiliser, mais vous pouvez rester dans le premier monde qui est le vôtre et continuer justement à appliquer les règles normales du droit en vigueur. Et c'est très important, notamment dans le cadre des droits de préemption et dans le cadre des actes qui vont être accomplis lorsque on va pouvoir sortir du confinement et recommencer à venir dans les études ou dans les cabinets, ou dans les agences, mais il va falloir continuer le processus contractuel et il est possible, sauf qu'encore une fois, je le répète, s'il n'y a rien au bout de l'expiration d'un délai, il faut le formaliser au bout de l'expiration d'un délai de rétractation ou d'un délai pour accepter une offre dans le cadre de la notification d'un droit de préemption. Là, il faudra le formaliser pour éviter justement que les personnes de mauvaise foi ne se prévalent par la suite du report de l'article 7. Alors, cet article 7 va bien au-delà des droits de préemption, puisque je vous l'ai dit, les permis de construire sont concernés, les contrôles de conformité d'une construction également, enfin tout ça relève de l'article 7 et je vous y renvoie. Alors, exception cependant, il faudra faire très attention parce qu'il y a des hypothèses pour lesquelles il pourrait y avoir un régime dérogatoire à ce régime dérogatoire pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l'environnement et de protection de l'enfance et de la jeunesse. On pense en particulier à tout ce qui pourrait menacer l'environnement ou la santé, par exemple les délais qui pourraient être imposés dans le cadre des procédures ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, où là on pourrait avoir des délais dérogatoires et où l'article 7 pourrait ne pas être applicable. Voilà pour cet article 7. Voilà pour les délais qui sont reportés. Et je vais dire maintenant quelques mots sur la gestion des effets de certaines clauses ou mesures. Ce sont les articles 4 et les articles 5 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Alors, si je prends l'article 4, il vise des mesures telles que l'astreinte, notamment le texte vise l'astreinte judiciaire, mais il peut y avoir des astreintes conventionnelles, c'est pas un problème. Il vise l'astreinte judiciaire par laquelle un juge va, par exemple, préciser que pour chaque jour d'inexécution, il y aura 1 000 € à payer. Voilà une hypothèse. Il vise également, ce texte de l'article 4, un certain nombre de clauses, les clauses pénales, les clauses résolutoires, et puis une clause un peu fourre-tout qui est qualifiée de clause prévoyant une déchéance. Donc, c'est une catégorie plus ouverte que les autres, et des clauses et astreintes qui interviennent dans un domaine très particulier. Ce sont des clauses qui ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé. Donc, on est quand même dans un cas de figure un peu particulier, et on vous explique qu'elles sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet si ce délai expirait pendant la période définie, c'est-à-dire 12 mars au 24 juin. En réalité, l'article 4 va distinguer 2 hypothèses. Il vise les astreintes, les clauses résolutoires, clauses pénales et clauses prévoyant une déchéance
qui vont produire leurs effets pendant justement la période juridiquement protégée, donc du 12 mars au 24 juin. Et là, on vous dit, tout ça est décalé justement un mois après, c'est ce qui est dit, hein, un mois après, c'est-à-dire le 24 juillet, pour être clair. Donc à partir du 24 juillet, eh bien, on va pouvoir faire partir les délais qui permettront à l'astreinte, clause pénale, clause résolutoire et clause prévoyant une déchéance de produire leurs effets. Et on a une deuxième hypothèse dans le cadre de l'article 4, ce sont les clauses pénales ou les astreintes qui ont commencé à produire leurs effets avant le 12 mars. Et pour ces hypothèses-là, on va, à partir du 12 mars, suspendre les effets et les effets reprendront à partir du 24 juin, cette fois. Pas du 24 juillet dans la première hypothèse. Là, ils ont produit leurs effets avant et on va les suspendre et les effets recommencent à courir à partir du 24 juin. De quoi s'agit-il? Dans cette deuxième hypothèse, c'est le cas, par exemple, d'un juge qui prononce une astreinte le 9 mars ou une dette qui n'a pas été honorée à partir du 9 mars, avec une clause pénale moratoire qui prévoit le paiement de 1 000 euros par jour. Donc, 1 000 euros le 9 mars, 1 000 euros le 10 mars, 1 000 euros le 11 mars, et le 12 mars, on s'arrête. Et il faut alors attendre le 24 juin, et à partir du 24 juin, on recommence. 1 000 euros le 25 juin, le 26 juin, 27 juin, même chose pour l'astreinte ou la clause pénale. Donc ça, c'est une illustration de ce que je viens de vous expliquer dans la deuxième hypothèse. En revanche, c'est une clause pénale à l'intérieur de la période qui produit ses effets à l'intérieur de la période. Dans ce cas-là, elle ne produira pas ses effets. On va attendre le 24 juillet pour que cette clause pénale, avec les différents délais, ou la clause résolutoire, ou la clause prévoyant une déchéance, ou l'astreinte, produise ses effets. D'accord ? Donc ça, c'est l'hypothèse qui est prévue par l'article 4. Mais encore une fois, l'article 4 dit clairement, à moins que le débiteur ne se soit exécuté entre-temps. C'est-à-dire que si le débiteur s'est tout de même exécuté, dans ce cas-là, il n'y a plus lieu de bénéficier de ce report au 24 juin ou au 24 juillet. Donc, c'est une règle de bon sens, mais qui est clairement rappelée à l'intérieur de cet article 4. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est cette clause prévoyant une déchéance. Et je vais me livrer une interprétation audacieuse. Elle est audacieuse. Je sais très bien quel est le statut du bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente. Mais j'essaye juste de faire preuve d'imagination parce que le droit reste encore la plus belle école de l'imagination. Et je me dis que s'il faut essayer de convaincre un juge, je peux avoir l'argument suivant. Quel est mon problème? Le problème, c'est la promesse unilatérale de vente, avec un bénéficiaire qui doit lever l'option avant l'expiration d'un certain délai. Délai qui souvent est convenu entre les parties. Je vais accorder au bénéficiaire un délai de 3 mois. Et ce bénéficiaire a un droit qui est le droit de lever ou de ne pas lever l'option. Dans l'approche classique de la promesse unilatérale de vente, le bénéficiaire n'a aucune obligation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas avoir une clause pénale qui vient punir un bénéficiaire qui n'a pas levé l'option dans les délais. D'accord ? Il n'a pas d'obligation au sens strict du terme. Il a uniquement un droit de créance potestatif. Le droit de lever ou de ne pas lever l'option. Donc, dans ces conditions, dès lors qu'il n'a pas d'obligation, on ne peut pas appliquer le cas de force majeure, par exemple, puisqu'il n'y a pas d'obligation, pas plus qu'on ne devrait pouvoir appliquer l'article 4. Puisque l'article 4, je vous ai dit, la clause de déchéance, la clause prévoyant une déchéance, et le terme est large, hein, le terme de déchéance. Déchéance, c'est la déchéance d'un droit. La caducité, c'est pour évoquer un acte. Mais la déchéance d'un droit, elle intervient ici à titre de sanction de l'inexécution d'une obligation. C'est ce que dit expressément l'article 4. Ça, je l'ai bien compris. J'ai bien compris ce que dit l'article 4. Je sais également ce qu'est une promesse unilatérale de vente. Je sais également quel est le statut du bénéficiaire, la vision classique que l'on a de son statut. Mais si je voulais essayer, comme un avocat pourrait le faire, eh bien essayer d'aller trouver un argument qui pourrait convaincre un juge, j'ai un argument. L'analyse qui serait la suivante, elle est audacieuse, mais ça tient la route. C'est de dire qu'à partir du moment où vous avez un délai pour exercer le droit d'option, on pourrait, comme certains l'avaient fait auparavant, pour l'offre avec délai notamment, de dire qu'il y a une convention sur le délai. C'est notamment De Molombe qui avait cette analyse. Donc j'ai une convention sur un délai. Et j'ai à côté le droit du bénéficiaire. Le droit du bénéficiaire reste un droit de créance potestatif. Ce droit, il l'exerce ou il ne l'exerce pas. Sauf qu'on s'est mis d'accord sur un délai. Je vous ai accordé un délai. Et si vous ne respectez pas ce délai pour exercer votre droit, vous perdez votre droit. Donc, je me dis, finalement, il y a quand même une obligation. L'obligation, c'est de lever
l'option dans un certain délai. Et cette obligation a pour objet le délai, une obligation purement temporelle. Et donc, dans l'hypothèse où je ne lève pas l'option dans le délai, eh bien, je perds mon droit de lever l'option, et la promesse devient caduque. Donc, il y a bien déchéance d'un droit et caducité de la promesse. Et pour rentrer, je sais que je force le trait, mais c'est du droit, d'accord? Le droit est un artefact. Et donc, si je considère qu'on est dans l'hypothèse d'une clause prévoyant une déchéance, ben oui, c'est bien une clause prévoyant une déchéance. La déchéance de mon droit, si je ne l'exerce pas dans un certain délai, je peux essayer de rentrer dans cette catégorie. Est-ce que ça sanctionne l'inexécution d'une obligation? Alors, c'est pas lever ou ne pas lever l'option qui est l'obligation là, c'est un simple droit, mais c'est de respecter le délai. Je dois respecter le délai. J'ai l'obligation de respecter le délai. Si je ne respecte pas ce délai, je perds mon droit et la promesse est caduque. Eh bien, je crois que, même si l'interprétation est audacieuse, juridiquement, le droit est un artefact, juridiquement, je peux essayer de soutenir cet argument et rentrer dans les prévisions de l'article 4 quand je n'ai rien d'autre. Puisque je n'ai rien d'autre et que je n'ai pas un avenant qui permet de proroger le délai, eh bien, je peux essayer d'invoquer cet argument. Moi, je le ferais. Si j'étais un avocat, si je n'avais aucune autre solution, je tenterais justement une telle argumentation qui n'est pas celle que l'on a habituellement du droit d'option, mais en réalité, le droit de créance potestative du bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une analyse poussée. Il y a eu quelques analyses de part et d'autre. On a eu là une thèse qui a été soutenue à Toulouse sous la direction de Julien Théron sur le sujet, mais on pourrait justement essayer de jouer avec les règles de cette manière. Bon, en tout cas, en tout état de cause, et ça c'est important, c'est que vous ne pouvez plus bénéficier pendant cette période de référence, sauf si vous exécutez volontairement, mais vous ne pouvez plus bénéficier des clauses résolutoires, des clauses pénales, des clauses de déchéance. Il va falloir, tout ça est reporté au 24 juin, d'accord ? Sauf que, enfin 24 juillet pour celles qui produisent leurs effets pendant, et 24 juin pour celles qui ont produit leurs effets clause pénale et astreinte avant le 12 mars. D'accord? Mais on a encore le droit commun. Et c'est là qu'on se dit que la mesure qui est prise par l'ordonnance n'est peut-être pas suffisamment efficace. Parce que on va me dire, je ne peux pas utiliser ma clause résolutoire. C'est pas grave. Rupture unilatérale hors le juge, article 1226 du Code civil. Je ne peux pas utiliser la clause résolutoire. Eh ben, je vais exercer mon droit unilatéralement dans le cadre de l'article 226, ou opter pour la résolution judiciaire, mais c'est plus lourd. Mais la rupture unilatérale est possible. L'exception d'inexécution par anticipation, l'article 1220, je peux essayer de faire valoir. La réduction unilatérale du prix dans le cadre d'une exécution imparfaite, alors qui ne peut pas être simplement tardive, ça ne suffit pas. Une exécution imparfaite, article 1223, je peux ici l'utiliser. Ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement qu'il ne faut pas oublier que le droit commun continue de s'appliquer. Il est vrai que l'ordonnance interdit en cas d'inexécution d'une obligation d'utiliser ces clauses, mais oubliez que derrière, il y avait toute une série de sanctions et remèdes aux articles 1217 et suivants du Code civil qui peuvent produire des effets catastrophiques. Et donc, il aurait dû falloir également écarter provisoirement les effets de la rupture unilatérale hors le juge, de l'exception d'inexécution par anticipation pendant la période de référence pour mieux protéger les contractants. Peut-être que cela sera prévu dans le cadre de la loi de ratification. Et puis, dernier article, c'est l'article 5. Article 5 qui renvoie cette fois aux conventions et qui prévoit deux règles. Il prévoit le cas du contrat qui doit être résilié dans un certain délai, par exemple 1 mois ou 2 mois ou 6 mois avant l'échéance d'un contrat, et puis également les cas où il faut faire opposition au renouvellement d'un contrat avant un certain délai. Si je ne veux pas que le contrat soit tacitement reconduit, je dois 3 mois avant son échéance, eh bien m'y opposer. Donc, imaginons que ces délais pour résilier ou pour s'opposer au renouvellement arrivent à échéance pendant cette période qui se situe entre le 12 mars et le 24 juin. Dans ce cas-là, l'article 5 eh bien, nous explique que tout ça va être décalé dans le temps et qu'on va bénéficier à partir du 24 juin d'une reprise justement de ces différents délais. Si je reprends le texte, on nous dit lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période définie de 2 mois après la fin de cette période. C'est-à-dire qu'on aura du 24 juin au 24 août, justement, pour procéder à la résiliation ou pour s'opposer au renouvellement. Alors, ce texte vise tous les délais, que ce soit des délais légaux ou des délais conventionnels. On pense au préavis conventionnel
pour s'opposer au renouvellement ou au préavis conventionnel pour résilier un contrat, mais on pense également aux délais légaux. Imaginez que je sois dans un congé, donc je vais délivrer un congé à mon locataire, ou un congé pour vendre éventuellement, mais un congé, tout simplement pour, dans le cas du congé pour vendre, c'est 6 mois avant. Imaginons que ces 6 mois se situent le 14 avril, d'accord? Le 14 avril, eh bien, on arrive dans cette fameuse période de 6 mois avant la fin du contrat de bail. Si je délivre le congé après ce 14 avril, je ne suis plus dans les délais et mon congé est inefficace. Ben justement, comme le délai arrive au 14 avril, on va justement reporter ce délai et à partir du 24 juin, on va accorder au bailleur 2 mois supplémentaires. Dans l'hypothèse justement où on parle de report, on vous dit bien que, on le dit clairement, c'est 2 mois après la fin de la période. Donc on vous accorde un délai de 2 mois tout simplement, du 24 juin au 24 août, pour faire valoir justement cette résiliation, en tout cas ici, ce congé pour vendre dans l'hypothèse que j'ai évoquée. De la même façon, on a la dénonciation de certains contrats d'assurance qui doit se faire dans certains délais prévus par loi. Et bien là aussi, ils seront concernés. Alors, voilà, j'en ai fini avec cette présentation des principaux articles. C'est ce que l'on sait pour l'instant. C'est en tout cas ce que j'ai pu comprendre des textes pour l'instant. Mais n'oubliez pas, on est dans un régime dérogatoire optionnel. On peut ne pas opter pour ce report. Dans toutes les hypothèses où c'est le silence qui, après la période, qui permet de dire que le droit de rétractation n'a pas été exercé ou éventuellement qu'un droit de préemption n'a pas été exercé parce que Kinodimo ne consent pas dans certaines hypothèses, là, il vaudra mieux le formaliser et l'accompagner d'une clause de conseil donné si ce sont des clients pour bien expliquer les conséquences justement du non-bénéfice du report accordé par cette ordonnance. Et puis, finalement, n'oubliez pas que tout cela n'est que provisoire. La loi de ratification va apporter de nombreuses corrections, va apporter des compléments. Actuellement, c'est une période de réflexion. Et donc, s'il y a des informations à faire valoir, s'il y a des questions à poser, eh bien, il faut les faire remonter dans le cadre de ce forum de discussion qui va être mis en place par le ministère pour améliorer le texte et pour qu'il apporte des précisions ou éventuellement intègre des hypothèses qui n'ont pas été intégrées ou exclut des hypothèses qui sont a priori prévues dans les textes qui sont rédigés de manière relativement générale. Mais en conclusion, je vous dirais, le texte de l'ordonnance n'est pas un mauvais texte, c'est la situation qui est difficile. La situation d'urgence et la rédaction d'un texte dans des délais aussi courts est vraiment une œuvre assez exceptionnelle et je trouve qu'il se débrouille bien, même s'il y a des imperfections, et il faut justement les corriger jusqu'à l'intervention de la loi de ratification. Alors ça, ce sont des hypothèses, bien entendu, qui relèvent de l'ordonnance, mais au-delà de l'ordonnance, et ça, je pense que je l'évoquerai dans une autre intervention, parce que je pense qu'après 1 heure d'ordonnance, vous avez déjà l'essentiel, mais probablement, je vous invite mercredi à 10h45 à évoquer les instruments contractuels par la suite, c'est-à-dire force majeure, imprévision, caducité et toutes ces techniques. En attendant, vous avez cette vidéo à votre disposition. N'hésitez pas à la faire circuler pour que cela suscite des interrogations et des réflexions. Et bien entendu, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite alors, peut-être répondre aux questions. J'ai encore quelques minutes, donc pourquoi pas. J'en ai quelques-unes. Quid si l'on repurge SRU 9 jours avant le 24 juin pour qu'il tombe le 25, soit après le dispositif? Eh bien, s'il tombe le 25, dans ce cas-là, on considérera que le délai expire après la période juridiquement protégée et donc vous n'êtes pas soumis au report. C'est ce que prévoit en tout cas le rapport et la circulaire. Donc dès lors que le terme vient, et c'est vrai que c'est juste 1 jour après, c'est vrai que ça va poser des problèmes, mais il a fallu poser une règle un peu couperet et donc on considère que dans ce cas-là, puisque c'est après le 24 juin, eh bien on ne revient pas à zéro, c'est après le 24 juin, donc vous avez 24 heures pour exercer votre droit et il n'y a pas de report qui puisse s'appliquer dans ce cas-là. Quid de la publicité foncière et des conséquences fiscales? Si ça ne rentre pas dans les cadres de l'article 10.2 que j'ai évoqué de l'ordonnance, on est bien dans des conditions si ce sont des conditions d'opposabilité ou autres, c'est la publicité foncière et on est concerné par ces règles. En revanche, pour les questions de conséquences fiscales, je pense qu'on rentre dans le cadre de l'article 10.2 et que tout ce qui concerne des formalités déclaratives, vous n'échapperez pas justement au délai normalement applicable.
mais tout va s'écrouler, c'est fini, tout ça, la banque, c'est dead, d'accord? Peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne fais que du droit. Et pour l'instant, on essaye déjà de comprendre les textes et de gérer les cas les plus compliqués. Donc, l'article 4 s'appliquerait à la clause d'exécution forcée dans les compromis, vu que ces clauses sont sous peine de résolution de clause pénale. Alors, oui, alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en tout cas, à partir du moment où vous avez une promesse thématique de vente avec une clause pénale, si le délai n'est pas respecté dans le cadre de la réitération, de toute manière, s'il est lié à un cas de force majeure, vous bénéficierez d'une suspension, mais vous ne pourrez pas mettre en œuvre, quoi qu'il en soit, la clause pénale, parce que déjà, on ne peut pas considérer que c'est l'inexécution d'une obligation, en tout cas, elle n'est pas imputable au co-contractant, donc ça devient compliqué, mais si elle lui était imputable, en tout cas, cette clause pénale ne pourrait produire ses effets qu'un mois après le 24 juin, soit le 24 juillet. Dans l'hypothèse où je suis dans le cadre de l'article 4 avec une clause de caducité, par exemple, on a souvent une date de réitération des consentements devant notaire à peine de caducité. Donc, c'est pas simplement le point de départ des actions en justice, mais vraiment une caducité. Mais on pourrait y voir une clause prévoyant une déchéance. Ça pourrait rentrer dans cette catégorie très large de clause prévoyant une déchéance. Et là, on pourrait reporter effectivement les effets au 24 juillet. Donc, à partir du 24 juillet, cette clause pourrait commencer à produire ses effets en termes de caducité. On pourrait le défendre ainsi. Compromis de vente signé ce jour, 30 mars, ne pourra donc pas être acté avant septembre. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, sauf qu'il faut que les parties soient d'accord. C'est tout. Parce que, je le répète, ce régime dérogatoire, il se superpose. Mais faites comme s'il n'existait pas. Si vous voulez justement faire en sorte que vous concluez un compromis et aller au bout du compromis en respectant les règles applicables normalement, faites-le. Simplement, faites attention, je vous le dis, dans les délais de rétractation ou pour les droits de préemption, si la personne garde le silence à l'expiration du délai, il faudra le formaliser dans l'acte de vente pour être sûr, justement, avec une clause de conseil donné, que la personne a bien compris qu'elle ne voulait pas bénéficier du report et que ce régime dérogatoire ne venait que se superposer. Mais si elle ne voulait pas en bénéficier, elle n'en bénéficiera pas. Il faut le formaliser, c'est tout. Et le vrai sujet va être sur le permis. J'ai conseillé aux promoteurs de faire constater le non-affichage avant le 25 avril. Oui, parce que de toute manière, les vrais problèmes qu'on va rencontrer là, c'est pas simplement les droits de préemption, c'est toutes les questions de permis et de recours. Alors, les délais pour agir, eux, relèvent de l'article 2. Les permis et les autorisations, les délais pour les obtenir et les accords qui pourraient être accordés ou les autorisations, ça relève de l'article 7. Il faudra bien distinguer les deux, ce ne sont pas les mêmes délais. Voilà, je crois avoir répondu à l'essentiel des questions, en tout cas toutes les questions que j'ai là. Je vous remercie d'avoir été attentif. Je sais que c'est particulièrement dense, mais la vidéo est accessible sur YouTube, donc vous pouvez la revoir, vous pouvez l'échanger, vous pouvez la regarder à plusieurs pour justement vous poser des questions. C'est le meilleur moyen de faire progresser. Surtout, la loi de ratification, elle doit être déposée au plus tard le 25 mai au Parlement. Donc on a le temps, mais il faut maintenant faire remonter les questions justement et vos interrogations. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis protégez-vous. Au revoir.